Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, aujourd'hui édition spéciale, avec un entretien long format sur les nouvelles approches technologiques explorées par l'établissement en charge de la politique spatiale de la France. Ce sera la grande interview de Françoise Piroz, expert des vols habités, passionné par les bases humaines lunaires et martiennes et responsable de la prospective au CNES. Françoise Piroz restera jusqu'à la fin de l'émission. Il aura ainsi l'occasion d'écouter et de commenter notre chronique sur la conquête de l'espace. Mais avant tout cela, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie du mobile avec Jérôme Bouteiller et les news qui agitent les réseaux sociaux avec Victoire Sicora. Bonjour Jérôme Bouteiller, Bonjour. Fondateur d'écranmobile.fr. Alors cette semaine, elle a été marquée par la publication de chiffres de la Banque de France sur l'évolution des paiements. En effet, la Banque de France et plus précisément son Observatoire pour la sécurité des moyens de paiement, l'OSMP, publie chaque année un rapport qui permet de suivre l'évolution des usages des Français en matière de paiement, également l'évolution de la fraude. On y apprend par exemple que le chèque est un instrument de paiement en déclin puisqu'il représente à peu près 6% des transactions et plus de 46% de la fraude. Mais il perdure quand même. Et il perdure encore un petit peu. À l'inverse, la carte bancaire reste plébiscitée par les Français. C'est à peu près le même niveau de fraude que le chèque, mais c'est 10 fois plus d'usage. Ça représente à peu près 60% des transactions scripturales, c'est-à-dire hors argent liquide. Alors la crise Covid a évidemment bousculé les habitudes de paiement, j'imagine. Oui, et cette année, l'Observatoire ne s'est pas limité aux chiffres de l'année précédente. En l'année 2019, ils ont également inclus des chiffres sur le début de l'année 2020 et on a effectivement pu mesurer l'impact de cette crise du Covid avec, selon l'OSMP, une baisse des transactions d'à peu près 30% sur le premier semestre. C'est logique avec le confinement et la fermeture de très nombreux commerces. L'autre tendance, c'est la très forte progression du paiement sans contact. On rappelle que le plafond des paiements sans contact avait été porté à 50 € et on est passé à peu près de 18% des transactions avant la crise à plus de 30% des transactions au cours de l'été 2020. Donc vraiment une très très forte progression du contactless. Et grand gagnant donc le paiement mobile. Alors, c'est ce qu'on aurait pu espérer et malheureusement l'OSMP ne fournit pas de chiffres sur ce qui s'est passé en 2020 sur le paiement mobile. Mais quand on regarde les chiffres de l'année 2019 du paiement mobile, on est à peu près à 45 millions d'opérations pour un total de 794 millions d'euros. Alors c'est 4 fois plus qu'en 2018, mais ça ne représente que 0,34% des transactions. C'est pas grand-chose. Et c'est assez étonnant ce chiffre, puisqu'il y a encore quelques semaines, le groupe Carrefour, par exemple, estimait que les paiements avec un téléphone mobile représentaient près de 5% des transactions en caisse et qu'un récent sondage Ipsos expliquait que 17% des Français avaient eu recours au paiement mobile. Et alors donc quoi, la Banque de France pourrait se tromper ? Alors, je les ai appelés, a priori non, puisque les transactions par paiement mobile type Apple Pay, Google Pay ou Paylib impliquent ce qu'on appelle une tokenisation du numéro de la carte bancaire. C'est donc une transaction distincte d'une carte bancaire traditionnelle. Donc non, ils expliquent simplement que les Français plébiscitent la carte bancaire. On rappelle d'ailleurs que la carte à puce est née en France grâce aux travaux de Roland Moreno dans les années 70. Qui nous a quittés. Ouais. Oui, donc une carte bancaire très très populaire parmi les Français. Et donc ce qui nous distingue clairement d'autres pays émergents en Afrique, en Asie, qui sont passés directement du liquide au paiement mobile. En conclusion, on pourrait dire que donc, si l'heure est effectivement au cashless, au contactless, en France, ça n'est pas encore au Oui, contactless, mais pas cardless. C'est pas facile à dire, ça. On va avoir l'occasion, évidemment, de reparler du paiement mobile dans quelques semaines, sans doute, avec l'introduction en bourse d'Ante Financial. Très rapidement, on présente d'autres actus du business mobile cette semaine. Alors, il y a eu, par exemple, un rebondissement avec TikTok. Oui, on en a parlé vite fait avec Victoire. Oui, c'est un véritable feuilleton, cette histoire de TikTok. Et quand on s'était vu la semaine dernière, on évoquait les nouvelles options qui s'offraient apparemment aux États-Unis. Alors, dimanche dernier, on risquait donc le bannissement TikTok des App Store et du marché américain. Et il semblerait que la Maison-Blanche ait donné son accord pour un accord assez sophistiqué qui placerait donc, qui impliquerait la création d'une holding qui chapeauterait toutes les activités de TikTok en dehors de Chine. Cette holding pourrait être située aux États-Unis, notamment au Texas, et elle pourrait être introduite en bourse à Wall Street avec des actionnaires comme Oracle, comme Walmart, et qui serait à peu près à hauteur de 20% du capital. Ce qui est intéressant, c'est que la presse américaine évoque le fait que ByteDance, la société mère
actionnaire de TikTok a déjà des actionnaires américains et avec ce jeu d'écriture, on pourrait faire passer l'intégralité de TikTok global sous contrôle américain. Donc si ça se confirmait, ce serait clairement une victoire économique, une victoire politique pour le candidat Donald Trump, auteur du fameux livre The Art of the Deal. Une autre info pour tous les fans du smartphone et qui veulent suivre l'actu du mobile, c'est un changement de date de la grand-messe, le Mobile World Congress. Oui, effectivement, une grande messe qui réunit habituellement plus de 100 000 professionnels du téléphone mobile. Alors ça réunit aussi bien les équipementiers, ceux qui font les réseaux, les constructeurs de téléphones mobiles, mais également les professionnels du marketing mobile. Ils se réunissent habituellement chaque année à Barcelone. Et le congrès vient d'annoncer le déplacement de la date qui devait avoir lieu début mars 2021 au 28 juin 2021. L'année dernière, le Mobile World Congress était le premier congrès à avoir été annulé à cause de la crise du Covid. Exact. Et donc, on espère que cette édition 2021 pourrait bien avoir lieu, à moins qu'il y ait une deuxième, une troisième, une quatrième vague du Covid. On verra bien. Avez-vous des news de l'iPhone 12, Jérôme ? Alors, on savait que ça avait été le grand absent du keynote de rentrée d'Apple. Il y avait apparemment des retards de production et Apple avait préféré mettre en avant son Apple Watch ou son iPad. Mais il se murmure qu'un nouvel événement pourra avoir lieu le 13 octobre prochain. C'est un opérateur britannique qui a vendu la mèche pour celui qu'on appelle déjà l'iPhone 5G, puisque outre un nouveau design inspiré de l'iPod Pro, cet iPhone devrait être compatible avec la 5G, y compris les controversées ondes millimétriques. C'est donc une très bonne nouvelle pour nos amis suisses et monégasques qui ont non seulement les moyens de se payer un iPhone, mais qui ont aussi un réseau 5G fonctionnel. Pour la France, on va malheureusement devoir attendre encore un petit peu, puisque visiblement le déploiement du très haut débit mobile se fait plutôt lentement dans notre pays. Oui, c'est ce qu'on peut dire, effectivement. Merci Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victoire Sicora. Bonjour Victoire, alors qu'est-ce qui a agité les réseaux sociaux ? Alors on commence avec un tweet de Google Maps. Dans ce tweet, Google Maps nous informe que nous pourrons désormais disposer d'informations liées au Covid directement sur l'application. Ces informations, elles se mettront à jour en fonction de vos déplacements. Regardez sur cette photo, la zone en rouge qui s'affiche correspond à un territoire particulièrement touché par l'épidémie. Dans le tweet, Google Maps précise que ces informations proviendront de données transmises par des sources comme le New York Times, Johns Hopkins ou encore Wikipédia. Pour les inconditionnels de Maps, comme cet internaute, c'est une idée qui est très appréciée. Il a d'ailleurs remercié l'entreprise via un post. Pour d'autres, c'est une manière d'entretenir la peur et de générer des comportements irrationnels, comme par exemple déserter ces fameuses zones. Le chiffre du jour ? 10, comme les 10 années qu'on a passées avec la même version de Wikipédia. Wikipédia se refait une beauté. Voilà ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux hier soir et notamment sur Twitter. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, justement, pas grand-chose, et c'est ce que reprochent les internautes à Wikipédia. Je vous lis un tweet, on peut difficilement parler de nouvelles versions, ni même de design. Seulement quelques éléments ont été repensés. Alors justement, voilà les éléments qui vont évoluer. Nouveau positionnement de la barre de recherche, nouvelle table des matières. Il est aussi possible de faire disparaître la sidebar pour un plus grand confort de lecture. La langue, elle aussi, peut être modifiée plus facilement. Il était temps, Voilà comment on conclut les tweetos. Oh, c'est pas si mal, on continue avec la vidéo du jour. Et je vous propose d'écouter rapidement le son de cette vidéo. Ce n'est ni plus ni moins que le son des piliers de la création, une vidéo publiée sur Instagram par le compte NASA Hubble et qui a enthousiasmé les internautes. Regardez ce commentaire, c'est fou, j'adore la science. Comment vous expliquer que le cosmos fait de la meilleure musique que la plupart des artistes qu'on peut écouter aujourd'hui à la radio ? Science does it better, un hashtag repris de nombreuses fois sur Twitter. Mais alors, les piliers de la création, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette image que vous voyez. Ce sont des colonnes de poussière interstellaire qui avaient été photographiées par Hubble en 1995. Une structure située dans la nébuleuse de l'Aigle et qui aurait été détruite il y a 6000 ans. C'est l'histoire de rayon Xandra qui a converti les données recueillies en son grâce à un procédé qu'on appelle la sonification. Alors tous les fans de science restent connectés parce que on va avoir notre invité de l'agence spatiale française, du centre spatial français. On termine avec un SMS. Oui, le ministre de l'Intérieur a utilisé son compte Twitter pour faire une annonce. Je vous lis la fin de son tweet. Le 21e siècle sera celui du passage de la sirène au téléphone portable. Gérald Darmanin fait ici référence au système d'alerte aux populations qui migrera entre 2021 et 2022 vers le SMS. Regardez
regardez, ça ressemblera sûrement à ça, un texto de gouv.fr qui vous alerte sur l'état de la situation, crise sanitaire, catastrophe nucléaire ou encore conflit militaire. Dans ce SMS figureront bien sûr les informations de sécurité ainsi que les consignes à suivre. Pour le Twittos, ça pose de nombreux soucis et le SMS ne peut être à leurs yeux qu'un complément des systèmes d'alerte qui existent déjà. Merci Victor Sicora, merci Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. C'est l'heure, je vous le disais, de la grande interview par-delà les nuages. Bonjour François Spiro, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce grand entretien. Vous aurez une petite surprise, on fera venir Sidney Rostand de Bioxégie, car on va aussi parler de biomimétisme et du lien avec vos travaux. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter. Donc François Spiro, vous êtes docteur en études spatiales, vous y consacrez toute votre carrière. En 30 ans, vous n'avez eu que 2 employeurs, et pas des moindres, l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Vous avez notamment travaillé sur des missions lunaires et martiennes, et le CNES. Alors le CNES, là, le public vous connaît surtout pour votre travail sur la mission de Thomas Pesquet à bord, sur le travail que vous avez fait avec lui, à bord de la Station spatiale internationale. Et puis après le retour de Pesquet sur Terre, eh bien, vous prenez de nouvelles responsabilités, celles de la stratégie et de la prospective du centre spatial. Alors le CNES, je rappelle quand même rapidement, vous le ferez sans doute mieux que moi, mais pour résumer, c'est un établissement public français qui est chargé de la mise en œuvre de la politique de la France en matière spatiale, dans le domaine spatial. Domaine spatial, ça veut dire l'accès à l'espace, l'observation de la Terre, mais aussi les télécommunications. Alors, qu'est-ce qui relève plus particulièrement de votre département, la prospective ? Bonjour. La prospective, c'est, pour le dire simplement, l'après-demain, la réflexion sur l'après-demain. Dans l'Agence spatiale française, au CNES, l'immense majorité de mes collègues travaillent sur les projets du jour et les projets de demain. Telle nouvelle mission qui va observer l'évolution du climat sur Terre, tel nouveau satellite de télécom ou de navigation, la nouvelle version de la fusée Ariane, bref, toute une série de projets qui seront en activité, qui seront opérationnels dans les mois, dans les 2, 3, 5 prochaines années. C'est ce qu'on appelle le domaine programmatique. La prospective, c'est le coup d'après, c'est l'après-demain. Donc c'est vraiment très très loin, on est à horizon combien ? Alors, ça dépend des sujets. On peut faire de la prospective à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans. Ça dépend un petit peu des sujets. Grosso modo, le gros de nos activités en prospective, c'est à l'horizon d'une vingtaine à une trentaine d'années. Donc, au-delà du développement des satellites en cours, je rappelle que l'immense majorité des satellites ou des lanceurs, je pense à Ariane, ne se font pas en 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça met des années à se faire. Donc, c'est logique que la prospective spatiale soit sur des échelles de temps assez longues. Et comment est-ce qu'on fait ? Alors, je vous posais la question des domaines en particulier. Vous préciserez ça sans doute après. Mais comment est-ce qu'on fait pour se projeter dans cet après-demain qui semble si lointain ? Il faut avoir quelle démarche intellectuelle ? Alors effectivement, la prospective, ce n'est pas, comme certains pourraient le croire, le café du commerce ou de la science-fiction. On se dit « Ah, ce serait super, on va faire ceci, on va faire cela » autour d'une jolie tasse de café. Je n'ai rien contre ceux qui boivent une jolie tasse de café, bien entendu. Mon propos est de dire que c'est une approche scientifique, une approche avec une méthodologie qui est documentée, qui a été éprouvée par de multiples études, par de multiples travaux. Donc il y a une vraie approche méthodologique de prospective. Je ne vais pas vous faire un cours sur la prospective, mais pour vous le dire simplement, une des méthodes les plus usitées, c'est la méthode des scénarios. On réfléchit à un sujet, par exemple, les bases humaines pérennes sur la planète Mars, dans, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 ans. Voilà l'idée, voilà le sujet. Et ensuite, on dit, bon, aujourd'hui, la situation, elle est comme ça, en termes de technologie, en termes politiques, en termes économiques. Quels sont les scénarios positifs, négatifs, en continuité, pas en continuité, des activités en cours qui peuvent mener à cet objectif. Et donc, ces scénarios évoluent, j'imagine, sans arrêt dans le temps. Voilà, un scénario, il est valable à l'instant T. Aujourd'hui, en 2020, on va faire des scénarios pour habiter de manière permanente sur Mars ou sur la Lune.
Dans 5 ans, vous me réinvitez, ce sera d'autres scénarios parce qu'il y aura de nouveaux lanceurs, parce que tel matériau aura révolutionné les panneaux solaires, par exemple, je dis n'importe quoi. Mais les scénarios ne sont valables qu'à un instant donné pour une petite période. Et puis, bien sûr, c'est un exercice qui se renouvelle. Alors, vous avez évoqué un des sujets, par exemple, installer des villages pérennes sur la Lune ou sur Mars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? Alors, il y a beaucoup de sujets. On le sait tous, un des grands thèmes qui nous occupe, je vais être un peu grandiloquent, au niveau de l'humanité en tout entière, c'est le dérèglement climatique. Je rappelle qu'il y a une 50aine de paramètres scientifiques, techniques qui définissent le changement climatique, le dérèglement climatique, et que sur cette 50aine de paramètres, plus de la moitié ne peuvent être obtenus que par la donnée spatiale, que par des observations de satellites. Tout ça pour dire que l'espace, le spatial, a un rôle crucial à jouer dans tout ce qui est le suivi, l'accompagnement du changement, du dérèglement climatique. Donc, et les phénomènes météorologiques aussi, on peut les observer depuis l'espace? Voilà, nous avons au CNES, et en coopération avec beaucoup de partenaires en Europe et dans le monde, nous avons une batterie de satellites d'observation de la Terre qui étudie le climat, la météo, pas simplement quel temps il va faire demain, bien sûr ça fait partie de nos missions, mais aussi l'évolution à moyen long terme. Donc tout ça pour dire que cette problématique du climat, c'est évidemment une problématique à court et moyen terme, d'où tous les satellites que le CNES développe et opère, mais aussi c'est une problématique à long terme. Je vais vous donner un exemple. Le CNES, avec plusieurs partenaires, a travaillé depuis quelques années sur un sujet très prospectif lié à ça, qui s'appelle, ouvrez les guillemets, la mer monte, fermez les guillemets. On le sait tous, l'augmentation de la température à la surface du globe, la fonte des glaces au pôle, amène petit à petit à l'élévation du niveau des mers et des océans. Eh bien, ce genre de phénomène peut être observé depuis l'espace par nos satellites. Et donc, au niveau de la prospective, on réfléchit comment ça va se passer, quels sont les scénarios. On revient aux différents scénarios. Nous avons établi plusieurs scénarios. Le scénario catastrophe, ça va monter de je ne sais plus combien de mètres. Le scénario, entre guillemets, optimiste, ça va monter beaucoup moins. Le scénario intermédiaire, vous voyez. Et en fonction de ces scénarios, alors. Voilà. Eh bien, on va faire des recommandations. On va dire aux décideurs, attention, voilà les différentes options, voici les différents scénarios. Et si on est dans le scénario catastrophe, nous vous recommandons fortement, je dis n'importe quoi, de fabriquer des digues près des villes côtières ou d'évacuer des populations. Ce n'est évidemment pas nous, les prospectivistes ou nous, les agences spatiales, qui allons dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Notre rôle s'arrête à donner des recommandations, à donner des indications. Et ensuite, c'est aux décideurs de décider. Et alors, vous travaillez avec qui sur ces futurs possibles? Parce que l'espace a longtemps été un secteur régalien. Aujourd'hui, on voit les GAFAM qui arrivent. Alors d'ailleurs, pas que les GAFAM, on peut citer les BATX, tout ça. Ces géants technologiques ont des moyens considérables. Ils changent quand même le paysage. Vous, dans votre domaine de la prospective, comment vous faites? Vous les intégrez aussi à la réflexion? Absolument. Absolument, c'est l'irruption depuis quelques années de ces acteurs privés que nous appelons dans notre jargon le New Space, évidemment est un game changer, comme on le dit en bon français. Ouais. Ceci étant, je voudrais mettre un petit bémol à votre propos. Oui, les SpaceX, les Blue Origin et quelques autres compagnies ont fait irruption, et une irruption assez forte dans le domaine des activités spatiales. Et ils ont des ambitions. Et ils ont de grandes ambitions. Ouais. Il n'empêche qu'à la date d'aujourd'hui, l'immense majorité des activités spatiales en France et dans le monde se font quand même au niveau régalien, au niveau public. Alors, pour aller plus loin sur votre question, en fait, on assiste graduellement et là c'est la personne de la prospective qui parle, on assiste graduellement à une évolution lente mais réelle d'un tout public, à la grande époque de la NASA, du CNES et de quelques autres agences spatiales dans les années 60, 70, 80, etc., vers
ce qu'on pourrait appeler un partenariat public-privé. Il restera, sans aucun doute, des activités au niveau public. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Quand on va développer des technologies très innovantes, très en pointe, qui demandent des investissements considérables, il n'y a pas de retour sur investissement avant très très longtemps. Aucune industrie ne va prendre le risque financier de le faire. Donc c'est à la puissance publique, ça c'est un exemple. Un deuxième exemple, l'espace a toujours été et de plus en plus deviendra un endroit stratégique. On le voit aux États-Unis avec la création d'un commandement de l'espace, commandement militaire de l'espace. En France, la ministre des Armées, l'année dernière, a fait une annonce similaire. Donc, qui dit aspect de défense, dit forcément régalien. Et puis le troisième volet où je pense que la puissance publique et donc les agences spatiales conserveront un rôle éminent, c'est la science, au sens large du terme. Dans la science, par définition, on ne fait pas de business. Dans la science, on va repousser les limites de la connaissance. Et donc, c'est typiquement aux agences spatiales. Ma question était aussi sur l'ouverture, le travail avec des acteurs, justement, qui sont issus du secteur privé et des acteurs technologiques, en fait, des nouveaux entrants. Est-ce que vous travaillez avec eux sur ces sujets de prospective? Tout à fait. Nous animons depuis plusieurs années un laboratoire qui s'appelle, ouvrez les guillemets, l'Observatoire de prospective spatiale, dont le titre est Spaceable, Space le spatial, Ible pour tout ce qui est le futur, et possible, voilà le futur possible, exactement. Et comment fonctionne cet observatoire de prospective spatiale? Il fonctionne avec des gens comme moi, qui sont des vieux de la vieille du spatial, comme vous l'avez dit en introduction, qui ont fait toute leur carrière ou presque dans le spatial, mais aussi des gens de l'automobile, des transports, des start-up, de l'énergie, des médecins, des architectes, etc. Et nous rassemblons tous ces gens et nous leur donnons quelques sujets prospectifs. Et ensemble, avec justement ces éclairages qui viennent du spatial et du hors-spatial, on arrive à construire les scénarios dont je parlais tout à l'heure. Alors, on va aborder avec Sydney Rostand une des parties justement de votre travail avec des startups, comme vous dites, avec Bioxégie. Mais je voulais qu'on dresse déjà un petit tableau plus général sur les technologies que vous vous appropriez aujourd'hui pour faire votre travail. Donc, il y a une partie biomimétisme, il y a quoi d'autre? Alors le biomimétisme, ça, on va en parler dans quelques instants. C'est évidemment un fleuron de nouvelles approches, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Vous avez toutes sortes de technologies, et le mot technologie est un tout petit peu réducteur. Je dirais toutes sortes d'approches. Oui. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle, qui n'est pas vraiment une technologie, c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle manière de faire des choses. Je pense à tout ce qui est décentralisé, une intelligence. Jusqu'à présent, on avait son ordinateur qui va régler sa voiture, sa fusée, son satellite, etc. On peut imaginer qu'on ait des cerveaux répartis entre plusieurs machines. Donc, vous voyez, c'est aussi une question d'approche. En termes purement techniques, il y a énormément de choses. Comment est-ce qu'on peut faire des lancements moins chers avec des nouveaux ergols, des nouveaux systèmes de propulsion plus efficaces, moins gourmands en carburant? Comment est-ce qu'on peut développer des matériaux qui seront résistants aux radiations qui sont extrêmement nocives? Et le biomimétisme, évidemment, est une des pistes, ce n'est pas la seule, mais c'est une des pistes que nous regardons, etc. Donc, intelligence artificielle, vous travaillez aussi sur les nanotechnologies, par exemple? Voilà, un des challenges, un des gros défis du spatial, c'est réduire la masse au lancement. Parce qu'un lancement, ça coûte très cher. Et donc, tout ce qui permet de réduire la masse, on gagne des kilos et donc on gagne des euros. Et donc, les nanotechnologies, évidemment, nous aident beaucoup. Puisque pour la même performance, au lieu de dire 10 kilos, vous dites 1 kilo. Donc, on est gagnant. Alors, Sydney Rostand nous a rejoint, fondateur PDG de Bioxégie. J'avais annoncé, petite surprise, on va faire un focus biomimétisme tout en parlant d'espace. Comment est-ce que vous travaillez, vous, sur ce sujet de l'exploration spatiale, Sydney ? Alors, nous, on avait commencé à se rapprocher effectivement de François et du CNES pour
réfléchir à ces questions-là. Évidemment, pour l'instant, pour nous, c'est plus prospectif dans la mesure où ce n'est pas nos marchés traditionnels. Nos marchés traditionnels étant plutôt l'automobile et l'aéronautique. Cela dit, évidemment, on prend des contacts avec les différents industriels de ce secteur-là, qui est un secteur particulier. La question qu'on se pose au sujet du biomimétisme, c'est il est simplement... comme tous les secteurs sont particuliers. Oui, exactement, mais ça demande, pour une start-up comme la nôtre qui a 3 ans, ça demande d'avoir de l'expérience avant de s'attaquer à ce marché-là, s'attaquer à ces industriels-là, parce qu'il ne faut pas qu'on grille notre cartouche. Là, c'est une approche entrepreneuriale très simple. En matière de biomimétisme, la question qu'on se pose, elle est très simple, c'est comment est-ce que le vivant peut nous aider à conquérir un espace que lui-même n'a pas réussi à conquérir. Donc c'est ça le problème. Alors la réponse, elle est assez simple, c'est que l'espace, c'est un milieu hostile. François, tu le sais bien, avec le vide, le froid, des chaleurs extrêmes, de la pression ou de l'absence de pression et des défis technologiques pour effectivement lancer moins cher, lancer plus propre, lancer plus léger, etc., etc. Or, le vivant, et c'est là qu'on fait le parallèle avec le biomimétisme, le vivant est soumis à ces contraintes-là. Il y a des espèces extrémophiles, donc des espèces qui vont justement subir sur Terre ces conditions extrêmes et qui ont déployer un ensemble de techniques, d'approches qui permettent justement de se dire est-ce qu'elles sont transférables d'une manière ou d'une autre, transposables au milieu du spatial. Et vous pensez à quelle espèce ? Alors concrètement, je vais donner 3 exemples qui moi me paraissent assez intéressants. Le premier exemple, je pense que c'est un de tes favoris, c'est le robot gecko. Alors qu'est-ce que c'est un gecko ? C'est un amphibien qui a cette capacité à coller sur n'importe quelle surface et surtout coller sur des surfaces à la fois rugueuses, sableuses, et en même temps lisse. Et comment il s'y prend ? Sur la patte, il va avoir en fait des micro-lamelles, des millions en fait de micro-lamelles, c'est vraiment à des échelles très fines, qui interagissent avec les surfaces sur lesquelles il est à des échelles très fines, c'est ce qu'on appelle les forces de Van der Waals. Elles sont très petites ces forces-là, mais cumulées à des échelles, ça permet justement de conférer et de porter le gecko. L'avantage de cette technique, c'est que c'est pas de la ventouse, c'est pas de l'aspiration comme on a les ventouses traditionnelles, c'est-à-dire que c'est aussi valable dans l'espace, dans le vide spatial. Donc, le Stanford et le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, qui est c'est un appendice en fait de la NASA, qui était déjà là à l'époque d'Apollo, a développé des robots ou des grippeurs gecko qui sont capables en fait de se poser sur des satellites pour en faire la maintenance. Ce qui évite les sorties spatiales, je pense que tu sais à quel point c'est complexe aussi, et qui permet aussi de capter au bout de bras robotiques des débris spatiaux, etc., dans le vide spatial, et en plus de ça, de façon plus légère et fiable. Donc ça, c'est le premier exemple que moi je trouve assez intéressant. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Je pense que l'ESA aussi a fait un... L'ESA s'y intéresse, et nous aussi au CNES, depuis quelques années, on commence à s'y intéresser, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Voilà. C'est complexe parce que c'est des micro-lamelles de silice, donc on est à 40 microns, et évidemment c'est compliqué de faire ce genre de prototype, mais il me semble que c'est une voie qui est intéressante en matière de prospective spatiale. Le deuxième exemple, moi, qui m'a bien touché, qui m'a été donné par une partie de mon équipe, alors celle-là c'est plutôt les Chinois qui ont fait ça. Je crois que c'est leur université militaire. C'est un carburant solide, pas fossile, le carburant solide qui se place dans les boosters. Vous savez, les boosters, c'est ce qui propulse les navettes spatiales. C'est de la poudre. Cette poudre-là, elle doit être le plus stable possible. Quand il y a des instabilités, on connaît les catastrophes que ça a posées, Challenger en 86. Donc, comment est-ce qu'on fait pour stabiliser ce propulsif en fait dans les boosters ? Il y a un matériau qui est intéressant dans la nature, c'est la nacre, c'est les carapaces en fait des gastéropodes, donc les huîtres, les moules, l'ormeau, etc., qui est constitué de petits feuillets. C'est 0,5 microns, donc c'est très petit en fait. Et ces feuillets-là, comme il y a une sorte de superposition, c'est de l'aragonite très solide, va permettre de répartir et d'absorber les fissures. Donc ça donne à l'huître ou à l'ormeau en fait sa résistance structurelle de la carapace. Et bien si on reprend ça avec des matériaux différents qui sont l'oxyde d'aluminium, le graphène, etc., ça permet d'en faire, tenez-vous bien, un carburant. Du coup, pour ces boosters-là, beaucoup plus solide, c'est 2 fois plus de résistance, donc d'intégrité en fait du booster, c'est très important, et aussi une meilleure conductivité thermique, donc c'est-à-dire que si vous voulez l'explosion, parce que la fusée c'est ça, c'est une explosion maîtrisée et beaucoup plus maîtrisée, 2 fois plus maîtrisée. Voilà. Donc ça c'est un deuxième exemple. Et le troisième exemple, très rapidement. Là, j'aurais pas du tout pensé à aller chercher du côté de la nacre pour parler d'explosifs. Ouais. C'est assez incroyable les transferts et les transpositions qu'on peut faire.
Le troisième exemple, ça m'a été donné par un ami à moi qui s'appelle Yves Gourina, qui est à Supaéro, tu connais peut-être de nom. Yves Gourina a travaillé il y a quelques années, c'était début des années 2010, sur un système de forage spatial. Si on veut coloniser Mars, si on veut coloniser des planètes, ce qui est quand même dans les plans des plus grandes agences spatiales et de SpaceX, il faut emmener du matériel de forage, il faut pouvoir faire des travaux sur place. Donc comment est-ce qu'on fait pour optimiser ça? Il se trouve qu'il y a un insecte qui s'appelle Siricidae. C'est une sorte de guêpe ou de frelon, ça ressemble à une guêpe ou un frelon, qui va pondre ses œufs dans du bois très dur. Et pour ça, il va avoir un appendice, une sorte d'outil de ponte. Il faut imaginer un pic sur les femelles qui est capable de percer le bois dur pour poser les œufs dans la protection du bois en fait. Et cet appendice-là va avoir une sorte de double pointe avec des pics vers l'arrière qui lui permet en fait de creuser progressivement mais sans trop de pression le bois. Pourquoi c'est intéressant? Parce que justement il n'y a pas trop de pression nécessaire pour creuser dans du dur. Or, si on arrive à faire ça, à reproduire ça dans l'espace, ça permet d'avoir des équipements qui sont plus légers. 1 kilo, c'est 10 000 $, il me semble, à mettre en orbite. Et en plus de ça, ça permet d'avoir des équipements qui consomment moins d'énergie pour forer. Pourquoi? Parce que sur Mars, il y a moins de gravité, donc c'est plus difficile de forer. Voilà, et ça, c'est des études qui ont été menées. Il me semble qu'il y a des prototypes qui vont effectivement être envoyés dans l'espace, au moins pour être testés en microgravité sur la Station spatiale internationale 2020-2021. Voilà, merci beaucoup Sidney Rostand, PDG de Bioxégie. Un commentaire, parce que vous investissez vraiment ce nouveau champ du biomimétisme dans l'exploration spatiale? Tout à fait, donc je suis ravi d'abord de voir mon ami Sidney et puis surtout sur l'exposé et les exemples qui ont été donnés. Si je peux continuer, on ne va pas faire une longue liste parce que non, on n'aura pas le temps. Je crois que Sidney et moi-même et beaucoup d'autres, on est d'accord, le biomimétisme a vraiment la capacité d'alimenter le spatial, mais aussi d'autres domaines. Voilà. Je vais citer un ou deux exemples de plus. Sidney parlait de l'exploration habitée de Mars. Quand on va entre la Terre et la Lune ou quand on va entre la Terre et Mars, on est bombardé de radiation. Et un des tout petits animaux sur Terre qui sont extrêmement résistants aux radiations, les tardigrades, peuvent nous inspirer également. À quoi ressemble un tardigrade? C'est ce qu'on a une photo, ouais. Toute petite, voilà la photo. C'est une toute petite bête et qui est extrêmement résistante à la radiation. Et donc, on est en train d'y réfléchir au CNES et aussi ailleurs pour voir comment on peut s'en inspirer pour des voyages où on va être bombardé plein pot de radiation. Toujours dans le registre des voyages humains de très longue durée, alors là, peut-être au-delà de la Lune et de Mars. La Lune, je rappelle, quelques jours de voyage, Mars, quelques mois de voyage. Mais ça, c'est le responsable de la prospective qui parle. Plus tard, on fera les lunes de Jupiter, les lunes de Saturne, etc. Et donc là, on parle de voyage en années. Est-ce que dans de tels cas, on parlera d'hibernation? C'est une question, je ne réponds pas, mais c'est une question. Et là aussi, le biomimétisme nous inspire, puisque les ours hibernent. Et donc, on a commencé au CNES quelques études sur tel ou tel matériau, tel ou tel fluide à l'intérieur de l'ours qui induit et qui maintient l'hibernation pendant de nombreux mois. Est-ce qu'on peut s'en inspirer pour l'être humain dans quelques années, dans quelques décennies? Point d'interrogation. Hibernatus, moi ça me fait penser à Hibernatus. Alors tous les 5 ans, l'État fixe des nouveaux objectifs au CNES et là on est à une année échéance 2020. On a déjà une date, on sait quand vous aurez vos nouvelles ambitions fixées? C'est en cours pour les 5 autres années à venir? Tout à fait, donc c'est en cours d'élaboration. Il y a de nombreuses réunions, de nombreuses discussions à tous les niveaux à ce sujet. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans les mois qui viennent. Vous avez un appel à lancer? Écoutez, demande. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme disait l'autre, c'est le changement dans la continuité. C'est-à-dire qu'il y a évidemment tout un socle d'activités qui va se poursuivre. On a fait depuis des décennies la fusée Ariane. On va continuer à faire les nouvelles fusées Ariane. Je rappelle que Ariane 6, la nouvelle version d'Ariane, normalement sera lancée pour la première fois l'année prochaine. Thomas Pesquet, on en parlait rapidement tout à l'heure, si tout va bien, va faire son deuxième vol l'année prochaine. Donc,
Voilà, donc une certaine continuité avec des changements, bien sûr, par rapport à ce qui se faisait avant. Tout au début, on parlait d'observation de la Terre, de l'observation du climat. Bien sûr, on continue avec des technologies plus éprouvées, plus fines, qui nous donnent plus d'informations. Donc tout ça, si vous voulez, c'est de la continuité, mais avec de l'amélioration, etc. Et puis, bien sûr, il y a des nouveaux sujets. Un des nouveaux sujets, c'est évidemment le biomimétisme, qui n'est pas, pour nous, agence spatiale, un thème en tant que tel, mais c'est un moyen potentiel de mieux faire nos satellites, de mieux faire nos instruments, de mieux faire nos missions. Donc, une approche aussi, c'est de penser différemment. Voilà. C'est vraiment une approche. C'est un nouveau mode de pensée, si vous voulez. Quand vous vous promenez dans les couloirs du CNES, je rappelle que le CNES est quand même composé à 3/4 d'ingénieurs. Donc des gens qui ont une culture scientifique et technique quand même assez poussée. Et bien malgré cela, il y a très peu qui connaissaient avant 1, 2, 3 ans le biomimétisme. Et donc depuis 2-3 ans, nous avons doucement mais sûrement fait rentrer la notion de biomimétisme auprès de mes collègues ingénieurs du CNES. C'est en train de diffuser petit à petit. Nous avons déjà fait des ateliers, des rencontres, et en particulier, nous avons eu la joie d'accueillir Sidney Rostand et Bioxégie dans nos locaux. Voilà, c'est un processus de maturation qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut expliquer l'intérêt de la chose. Quand on est ingénieur, c'est aussi valable dans d'autres professions, on a souvent un peu l'idée que, ça y est, j'ai fait de longues études, donc je sais tout, je sais comment construire le meilleur moteur de fusée, je sais comment construire les meilleurs panneaux solaires pour aller vers Mars, etc. Oui, peut-être, mais il faut rester ouvert à des nouvelles approches. Et si vous permettez juste une phrase encore par rapport à votre question de tout à l'heure sur la prospective, quels sont les ingrédients ou les qualités qu'il faut pour faire la prospective? Une d'entre elles, c'est précisément cette ouverture d'esprit. Il faut être ouvert à des nouvelles approches telles que le biomimétisme. Merci beaucoup François Spiro. Vous restez avec nous, responsable de la prospective au CNES. Merci Sidney Rostand, PDG de Bioxégie. Juste après la pause, on reste en compagnie des astres, puisqu'on a notre rendez-vous dans l'espace. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech. François Spiro, responsable de la prospective au CNES, est toujours avec moi et Cécilia Sévry nous a rejoint. Notre journaliste passionné d'astronomie va nous parler de la colonisation de la Lune. Alors c'est un de vos sujets de prédilection, François Spiro. Je sais que d'ailleurs vous menez un travail de collaboration entre la France, l'Allemagne et l'ESA sur les bases humaines lunaires. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc vous nous confirmez, vous, que c'est la décennie de la Lune. Tout à fait, tout à fait. Alors figurez-vous, vous le savez, il y a 51 ans déjà, le premier homme a marché sur la Lune. Et aujourd'hui, on veut y retourner et même s'y installer. Vous en avez parlé tout à l'heure, bien sûr. Alors pourquoi ? Parce que c'est un défi technologique accessible et surtout, ce serait un fabuleux tremplin pour préparer des missions plus ambitieuses comme les missions vers Mars, où on pourrait reproduire ces fameuses bases habitées. D'ailleurs, l'objectif à long terme, c'est aussi d'utiliser la Lune comme base avancée, d'où décolleront les astronautes pour aller sur Mars. Et quand retournerons-nous sur la Lune ? Alors, le retour des humains sur la Lune est prévu à peu près pour 2024 avec la NASA dans le cadre du programme Artemis, en collaboration avec l'ESA. L'objectif d'Artemis, déboucher sur une exploration durable de notre satellite et installer à force de voyage un poste permanent. Et c'est donc le sujet de ma chronique aujourd'hui. Et vous n'y êtes jamais allé, mais je vais quand même vous poser la question, c'est comment sur la Lune ? C'est une magnifique désolation. C'est pas mes mots, ce sont les mots de Buzz Aldrin, deuxième homme à avoir marché sur la Lune, aux côtés de Neil Armstrong en 69. Effectivement, c'est assez désertique, on a pu le voir sur des clichés, on la connaît bien maintenant la Lune. Et puis la météo est assez catastrophique. Moins 100 degrés Celsius, moins 150 degrés Celsius la nuit et plus 100 degrés Celsius le jour. Et puis on sait aussi qu'il y a de l'eau gelée sur la Lune et sur le sol se trouve de la roche et de la poussière. Et c'est là que ça nous intéresse. Ce n'est pas n'importe quelle poussière, c'est une matière nommée régolithe, une poudre de roche qui recouvre toute la partie supérieure de la Lune. Et elle est juste au-dessus de la roche-mère. En fonction de la zone, ça fait plusieurs mètres même d'épaisseur. Mais finalement, qui de mieux pour vous la décrire clairement que la personne qui a marché sur cette poudre de Lune, en l'occurrence Buzz Aldrin en parlait. Je vais vous citer ce qu'il a dit.
Il a dit qu'elle avait une texture abrasive, comme du charbon, et une odeur acre et métallique, comme de la poudre à canon, et comme l'odeur qui traîne dans l'air après l'explosion d'un pétard. Neil Armstrong donc, comparait l'odeur à celle de cendres mouillées. Et vous en avez déjà vu, vous, du régolithe? Oui, alors figurez-vous, Delphine, que j'en ai ramené un petit échantillon pour vous. Voilà, juste ça, ici. C'est une belle surprise. Regardez, je vous en prie. Ça, c'est de la poussière de lune, pour le dire joliment. Exceptionnel. C'est du régolithe. En fait, c'est assez rare. Voilà, on ne peut pas l'ouvrir. C'est pas très bon pour la santé, le régolithe, à cause des métaux que ça contient. Et puis surtout, c'est très rare, donc on va éviter d'en disperser. Ça nous a été gentiment prêté par une passionnée d'astronomie et c'est reproduit maintenant synthétiquement pour être justement étudié. Surtout, c'est un formidable atout pour l'exploration lunaire. Je ne sais pas si je vais vous le rendre en fait. Hein. Et alors pourquoi c'est formidable? Alors c'est formidable parce qu'en fait de ce régolithe on peut en faire ce qu'on veut. On peut le faire fondre, mais aussi on peut lui donner la forme qu'on veut dans un moule. On peut aussi l'utiliser avec des imprimantes 3D pour le moduler et construire un mur en roche lunaire. Deuxièmement aussi, la régolithe, on en trouve différents éléments à l'intérieur, du sodium, du magnésium, du titane et même du fer, mais surtout on y trouve jusqu'à 45% d'oxygène, Delphine. Et bien sûr, l'oxygène, c'est un atout majeur pour l'ESA. En 2019, elle a développé sa propre agence, son propre programme au sein de l'agence d'extraction, une méthode basée sur l'électrolyse. Cette transformation offrirait aux colons lunaires un accès à l'oxygène pour le carburant, mais aussi pour le système de support de vie. Et puis en plus, toute la gamme d'alliages qu'on trouve à l'intérieur, je l'ai cité tout à l'heure, pourra être utilisée pour la fabrication sur place d'autres matériaux, parce que c'est ça la clé, la fabrication in situ. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre alors pour créer une base sur la Lune? Alors, l'Agence spatiale européenne a un projet, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Moon Village, le centre de recherche et d'exploration établi sur la coopération internationale, un petit peu comme l'ISS, la Station spatiale internationale. D'ailleurs, ça aurait vocation éventuellement à prendre le relais sur l'ISS. Il y a plusieurs scénarios sur la façon dont on va développer cette vie sur la Lune. Je vais vous en parler par exemple du premier. Vous le disiez tout à l'heure, ces scénarios sont voués à évoluer, mais pour l'instant, on va se focaliser sur deux scénarios. Le premier, ce serait d'installer des modules tubulaires. Une fois déposés ces modules tubulaires à la surface, ils s'ouvrent et se déploient en une structure gonflable en forme d'igloo. Et ça, ce sera la structure même de la base. Ensuite, des rovers bâtisseurs vont commencer à compacter le sol lunaire dans le régolithe. Le régolithe formera alors un épais mur alvéolé imprimé en 3D et nous aurons une belle base, pas loin de ressembler à des igloos ou des maisons troglodytes. On n'aura pas le temps de parler des autres scénarios. Cécilia, pardonnez, juste ma dernière question, un point de vocabulaire. On appellera comment les habitants de la Lune? Alors, les habitants de la Lune, on les appellerait peut-être, parce qu'il y a eu de la fiction déjà et des écrits historiques, les Séléniens. Ou les Sélénites, c'est ce qu'on a vu déjà dans les écrits, parce que Sélénite, ça vient du grec Sélénites, qui est le nom de la déesse Sélénée, la déesse de la Lune. Peut-être que vous avez déjà une idée au CNES de comment on pourrait appeler... François Spiro, dites-nous. Effectivement, ce sera un dérivé du mot Sélène. Alors, je ne sais pas si c'est sélénien ou sélénite, on verra. C'est aux académiciens de la langue française de se prononcer. Je voudrais rebondir sur certaines choses que vous avez dites très justement. La Lune, finalement, il y a trois objectifs. Il y a l'objectif, vous l'avez dit, de préparer des explorations humaines plus lointaines, Mars, et voire plus loin. Et une grande majorité des activités qu'on peut faire sur la Lune est reproductible ou est utilisable pour aller plus loin. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est la Lune pour elle-même. On peut faire de la science sur la Lune, on peut développer des technologies sur la Lune. Je rappelle que la gravité lunaire est très faible, 1/6 de la gravité terrestre. Et puis, troisième et dernier objectif, on peut tout à fait imaginer, et c'est de nouveau la prospective qui regarde ce genre de choses, on peut tout à fait imaginer du plaisir sur la Lune. Aller une semaine en pension complète dans un hôtel lunaire. Alors, on va essayer de se revoir avant votre départ pour la Lune. J'aimerais bien vous faire revenir en plateau pour parler de toutes ces bases humaines en perspective. Merci beaucoup François Spiro, responsable de la prospective au CNES. Merci Cécilia aussi pour votre chronique dans l'espace. C'est presque la fin de Smart Tech. À suivre 4 jeunes pousses innovantes dans le lab. Et puis moi, je vous retrouve lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.